tous et à toutes, je suis Yanni Pierre-Jérôme, membre du comité équité de la Société de philosophie du Québec et j'animerai aujourd'hui le quatrième balado En Marge. En Marge est une création du comité équité de la Société de philosophie du Québec. Il s'agit d'une série de 5 balados sur les marges en philosophie. Chaque épisode part d'un cas particulier ignoré ou mal connu, un événement, une situation concrète, etc., pour montrer comment une approche philosophique elle-même encore trop peu connue ou développée permet de l'éclairer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Seper Razavi. Qui est détenteur d'une maîtrise du département de philosophie de l'Université de Montréal. Il travaille à partir de la phénoménologie sur des questions de pathologie et de la philosophie des émotions. Il travaille également au sein de l'organisme Execo à titre d'agent de défense collective des droits pour les personnes en situation de handicap. Donc, je vais te laisser nous introduire tout de suite le cas particulier dont on va parler aujourd'hui. Donc, merci Annie, merci de l'invitation, merci à la SPQ. Donc, avant d'aborder le volet théorique, je vais tout de suite parler du cas pratique qui va être question et j'espère que le cadre théorique permettra un peu d'éclaircir certains points. Donc, pour illustrer certaines complexités qui ont eu lieu dans des situations de honte, je vais prendre un cas d'une personne que j'ai rencontrée durant mon travail comme traducteur et interprète dans un centre de réfugiés. Le nom est, bien évidemment, un alias et les traits qui pourraient l'identifier ont été changés pour préserver son anonymat. Ali, jeune homme trans de 28 ans, fuyant un pays où il est persécuté, est accompagné de sa mère, une dame religieuse d'une soixantaine d'années, dans un centre de réfugiés. Ils ont fait un long chemin pour rencontrer un avocat qui veut les aider à normaliser leur statut et leur permettre d'avoir les papiers qu'ils convoitent. Il est 18h30, seule heure qui semble accommoder les horaires chargés de l'avocat, l'interprète et Ali. Sans être austère, la salle dans laquelle se trouvent l'avocat, l'interprète, Ali et sa mère a un air glacial. Les traits d'Ali et de sa mère révèlent leur humeur maussade, lui en raison d'un quart de travail particulièrement exténuant à déplacer des boîtes dans un entrepôt pour une somme insignifiante. Il est à rappeler qu'il doit travailler au noir en raison de son statut ou son absence de statut. Elle, sa crispation s'explique avant tout par l'angoisse de l'incertitude dans laquelle il se trouve plongé. L'avocat, qui les aborde avec bonhomie, travaille des heures supplémentaires, parfois à coups de 60 heures, pro bono, et il est lui-même bien épuisé après une journée particulièrement difficile. À vrai dire, toutes ces personnes ont bien hâte que l'heure planifiée pour préparer l'entrevue de cours, celle qui permettra à Ali et sa mère d'avoir leur statut de réfugié, s'achève. Ils sont à la 5e semaine de préparation et l'avocat lance un « on va la voir » que l'interprète peine à traduire même si Ali et sa mère feignent un sourire pour éviter de contrarier qui que ce soit et de montrer leur gratitude. Même si l'interprète veut adoucir l'atmosphère, elle porte la lourdeur de ce qui est en jeu, et ce sont de lourdes conséquences qui seront en jeu. Ce qui est pire, c'est que les interprètes de cours judiciaires n'ont ni la patience, ni même le droit de reformuler à maintes reprises les questions et les réponses, et ces séances ont pour but de préparer Ali et sa mère à n'importe quelle question, si tordue ou sadique qu'elle puisse être. Rappelle-leur qu'ils doivent s'en tenir aux faits, dit gentiment l'avocat à l'interprète, même si un soupçon d'impatience s'immisce dans le ton. Ali, pouvez-vous nous expliquer l'incident? Oui. La fois où les passagers d'un autobus vous ont demandé de sortir de l'autobus une fois qu'une dame s'est rendue compte que vous êtes trans, dit l'interprète à Ali. Ali doit maintenant raconter l'histoire pour la énième fois et sans détour, qui permettrait d'alléger un peu l'atmosphère de l'histoire la plus honteuse et humiliante de sa vie, devant deux parfaits étrangers, mais pire encore devant sa mère. Merci beaucoup pour cette belle introduction, puis pour l'exemple que tu nous donnes, qui illustre très bien justement cette conception de la honte corporelle
Euh, Puis j'ai beaucoup aimé comment tu as parlé du regard d'autrui et comment ce regard peut mener à une honte et peut-être un changement de perception de nous-mêmes, mais aussi du monde autour de nous, de notre vie en soi. Donc, par rapport à justement cette question de la honte corporelle, comment est-ce qu'on peut voir, comprendre, ou du moins théoriser ce rapport à la honte qui passe jusqu'à un certain point par le regard? Donc, avant tout, selon moi, la philosophie a un but conceptuel. Donc, éclaircir les concepts qui sont en jeu. Si un travail demeure à la philosophie, c'est bien ce travail-ci. Mhm. Donc, en guise d'introduction, j'affirmerai, et en quelque sorte, tout ce qui suivra servira en quelque sorte à justifier cette affirmation que sein de la littérature contemporaine prolifique, autant scientifique que philosophique, sur les émotions, la honte occupe une place particulière. La théoricienne américaine de genre Eve Kosofsky-Sedgwick va même jusqu'à l'appeler la plus volatile des émotions, the most mercurial of emotions. Cette volatilité imputée à la honte est au moins attribuable à deux de ses traits. Dans un premier temps, il est à rappeler la proximité souvent confuse de cette émotion avec d'autres émotions qui partagent avec elle un champ sémantique, à savoir l'embarras, la culpabilité, la pudeur, la timidité, le malaise, l'appréhension, la gêne, voire même la nausée. Mm. Évidemment, il est à noter que chaque langage comporte ses champs sémantiques qui lui sont propres. Par exemple, le mot shame en anglais est souvent associé au mot guilt. Bien que certaines de ces émotions soient d'emblée plus faciles à départager, notre utilisation du langage pour parler de nos sentiments et de nos émotions révèle un fond de confusion ou d'ambiguïté qui semble irrécusable ou au moins a priori. Pensez à la dernière fois que vous avez demandé à une amie, alors qu'elle vous racontait une histoire particulièrement marquante, comment est-ce que tu t'es senti par rapport à ça? Plus souvent qu'autrement, l'ami en question vous répondra: je ne sais pas, embarrassée, confuse, j'ai eu un peu Mhm. peur. Surtout si elle n'a pas eu le temps de décortiquer ses émotions, elle va justement parler de ses émotions plutôt que d'en isoler précisément une seule. Mhm. Donc, est-ce dire que toutes les émotions se valent et que les distinctions théoriques n'ont pas lieu d'être? Certainement pas. Il s'agit plutôt de procéder avec une certaine précaution pour éviter de théoriser de telle sorte que nos notions ne reflètent plus le vécu ou le pan phénoménal de ces émotions. Une de ces distinctions qui nous amène au second point en ce qui concerne la volatilité de la honte et qui peut être féconde pour comprendre l'étude de cas qui viendra sous peu, qui vient d'être présentée, pardon, concerne la distinction entre la honte et la culpabilité. Donc, en ce sens, dans un second temps, on a souvent de la difficulté à parler de l'impact de la honte sur l'image que nous avons de nous-mêmes ou, plus particulièrement, quels aspects de notre personne sont détériorés après un événement honteux. Cette difficulté n'est pas nécessairement, ni le plus souvent, présente à l'issue d'une situation embarrassante, par exemple. Si j'échappe du café sur ma chemise durant une entrevue, je peux éprouver des difficultés émotionnelles importantes. Mais on dirait tout de même que ces répercussions sont moins drastiques que dans une situation honteuse, bien sûr. Un point important ici, qui nous permet de départager la honte de l'embarras, c'est que la situation embarrassante en est une dont on peut souvent rire avec le temps, alors que la situation honteuse demeure affligeante et traumatique. Une des raisons pour lesquelles une situation comme celle-ci ne provoque pas une honte avilissante, c'est bien parce que nous sommes conscients que, quand bien même nous aurions eu l'air maladroit, cet incident n'est pas révélateur d'un défaut, d'un tort qui ferait de nous une mauvaise personne. Par contraste, on peut penser ici à la honte qui suit un incident où quelqu'un se moque de notre action étranger, ou bien la honte de se faire prendre en train de plagier ou de voler. Mhm. Les personnes qui ont vécu une situation honteuse de cette sorte ne peuvent pas avoir le
bon côté des choses en se rappelant ces événements et encore moins d'en rire. Une autre distinction sémantique importante qui intervient ici est la différence entre la honte et la culpabilité. Si la culpabilité nous renvoie à une scène d'aveu parce que nous nous sentons coupables d'avoir fait ceci ou cela, la honte est un sentiment généralisé sur notre personne. Je peux me sentir coupable d'avoir menti à une personne, mais le pas nécessaire qui me sépare du fait que j'ai menti pour éviter un ticket ou une situation malaisante pour autrui d'un constat que je suis un menteur, je suis un menteur, est bien le passage de la culpabilité à la honte. Un dernier point important à souligner ici est que la honte est imbriquée dans notre rapport avec autrui. Les exemples classiques de la honte renvoient au fait de se faire surprendre par autrui parce qu'on a menti, volé, plagié. La honte nous fait prendre un pas de recul par rapport à ce que nous sommes, alors que nous étions complètement absorbés dans nos actions quotidiennes. La honte de l'étudiant qui se fait prendre en train de plagier, eh bien, honte de s'être fait prendre dans le geste et non la honte du geste tout court. Donc, ici, on peut voir que autrui intervient comme un facteur essentiel dans ce processus de la honte. Et cette honte, qui n'avait pas nécessairement lieu avant qu'on se fasse surprendre ou qu'on ait cru se faire surprendre, nous rappelle le pouvoir que les autres ont dans la manière dont nous nous définissons. Et si la honte a autant intéressé la philosophie, surtout au XXe siècle, c'est en vertu de la puissance de cette émotion à troubler et à renverser les préjugés que nous avons sur nous-mêmes. L'analyse désormais classique de la honte dans L'être ou le néant de Sartre le prouve bien. La honte me rappelle que je ne suis pas un sujet cartésien à distance d'un monde qui m'appartient, mais que le regard d'autrui a une emprise sur moi à laquelle je ne peux pas m'échapper. À ce stade de l'analyse, on est en droit de se demander si ces remarques ont une portée universelle, surtout après avoir expliqué la situation pratique. Tout se passe comme si nous étions toutes et tous affectés ou en proie à la honte d'une manière similaire. Or, bien sûr, ce n'est pas le cas ou pas entièrement, et il faudra ajouter des dimensions sociales qui définissent notre identité et qui façonnent notre subjectivité. C'est ici qu'interviennent des enjeux importants de genre, de race, de neurodiversité, pour ne mentionner que quelques paramètres qui marquent cette propension à la honte. Simone de Beauvoir nous le rappelle constamment dans le XIIe siècle, devenir femme est avant tout une affaire de honte. La fillette a honte d'uriner accroupie, nous dit-elle, et la femme de son hygiène et d'exprimer ses désirs sexuels. Sans parler de manière explicite de la honte, Frantz Fanon nous parle de l'expérience de la personne racisée dans Peau noire, masque blanc, de l'homme noir en l'occurrence, qui devient attentif à tous ces petits gestes, alors qu'il s'apprête à poser un geste anodin comme celui de fumer, écrasé qu'il est par leur regard externe. L'homme blanc, au contraire, ne se voit pas vu ou bien pas épié dans tous ses faits et gestes. Dans le monde blanc, explique Fanon, tout autour du corps de l'homme de couleur, et je le cite, règne une atmosphère d'incertitude certaine, qui nuise à ses projets et le rappelle affectivement à ce qu'il est alors qu'il voudrait tout simplement être. On devrait aussi se demander de quelle manière des troubles affectifs et psychiques déterminent ce qui devrait provoquer de la honte en nous et à quel degré. La personne, par exemple, atteinte d'anxiété générale, tendra à remettre en question ses faits et gestes à partir d'une posture angoissée et honteuse, qui est en quelque sorte l'état normal de cette personne. Évidemment,
Le portrait que j'ai brossé ici, je ne l'ai fait qu'à de très grands traits, et certaines questions pourront et certainement devront être soulevées. Donc, merci beaucoup et j'espère que la discussion permettra d'éclaircir ces points. Merci, merci beaucoup. Je crois que c'est une belle introduction dans le sujet. Ma première question, j'aimerais vraiment ce dont tu parlais par rapport à notre rapport à autrui, comment le regard qu'autrui pose sur nous euh, mène à une certaine honte corporelle ou une certaine vision de soi-même qui est différente. Comment est-ce que ça, on peut l'illustrer puis le voir puis le théoriser par rapport à la honte? Ouais, donc en fait, on dirait que cette analyse procède par deux étapes, ou du moins, c'est comme ça qu'on le verrait sur l'échelle de l'histoire des idées. Donc, j'ai fait par exprès de mentionner l'analyse de Sartre, qui se veut une analyse de la honte face à autrui en général. Donc, on est en droit de se demander, ben, quel est cet autrui et qui suis-je dans mon rapport avec cet autrui? Donc, dans un livre assez connu de Jacques Derrida, L'animal que donc je suis, il va notamment remettre en question ce rapport à autrui en parlant, par exemple, de la honte qu'il éprouve lorsqu'il est nu devant son chat. Donc, est-ce que autrui est nécessairement un homme, une femme, un homme ou une femme blanche, une personne non binaire, etc. Donc ces questions-là ne pourront être développées qu'à la suite d'une analyse qui se voudrait universelle, générale, généralisable à tout l'ensemble de la population. C'est vraiment intéressant que tu parles de cette question du général parce que justement, Fanon soulève cette critique par rapport à Sartre et à Merleau-Ponty lorsqu'il parle du schéma corporel, de la corporité en général. C'est souvent à partir d'un standpoint qui se veut neutre, mais qui est réellement on se rend compte par la suite, est vraiment infusé de privilèges. C'est un corps extrêmement privilégié, souvent tout comme l'identité des individus qui théorisent, des hommes blancs qui sortent quand même d'une certaine classe sociale, sans handicap, etc. Donc, lorsqu'on comprend que le point neutre à partir duquel la théorisation sur le schéma corporel sur le schéma corporel ou la corporité en général est faite, est très privilégié, est-ce qu'on peut bon, c'est quand même une question assez compliquée, je me rends compte pendant que je la pose, mais est-ce qu'il y a une possibilité d'arriver à un point général qui permet de comprendre la honte de manière plus généralisée? Donc, si je peux le dire ainsi, lorsqu'on parle du général, du particulier, est-ce qu'il y a une manière d'arriver justement à cette question de la généralité ou du général sans tomber nécessairement dans un corps privilégié et non pas juste un corps général? Donc j'aimerais bien t'entendre par rapport à cette question-là. Je sais que c'est probablement pas ce sera probablement pas une réponse exacte ou une réponse finie, parce que c'est quand même une question complexe, mais j'aimerais bien t'entendre là-dessus. Non, 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 c'est absolument, je pense, que c'est une question absolument intégrale et importante qui doit être posée et que moi, ça m'intéresse parce que je m'intéresse en fait dans mon projet doctoral à la notion même de la normalité. Chez Merleau-Ponty, par exemple, le corps pathologique ou même dans une tradition philosophique plus large, l'animal ou peu importe les personnes racisées sont comparé comme une espèce de déficience ou un certain manque ou on dirait que il y a un certain écart entre ce qui est normal et ces cas de figure-là précises. Après, il y a une question que, selon moi, il n'y a pas une réponse nécessairement évidente ou claire. C'est à savoir si est-ce qu'on peut trouver là-dedans quelque chose de compatible entre ces deux discours ou bien est-ce que faut passer d'un discours à l'autre? Je donne un exemple très précis. Dans le cadre de la honte, par exemple, si on dit quelque chose que la honte est toujours honte devant autrui. Donc, on dirait que il y a un volet presque universel à ça. Donc, on pourrait, dans des cas empiriques, venir définir
Mais quel est cet autrui? Mais quelqu'un comme Sartre et ses disciples défendront que cette structure universelle, que la honte est toujours honte devant autrui, qu'il soit animal ou peu importe le contexte. Donc, en quelque sorte, il y a deux visions historiographiques de la philosophie qui sont en jeu dans ce contexte, à savoir si on parle d'un dépassement, d'une avancée où on effacerait tout ce qui serait venu auparavant, ou bien est-ce que nos avancées se construisent comme celle de Fanon? Est-ce que c'est une question pour moi tout à fait valide et importante de se demander, par exemple, tu l'as mentionné, pour le schéma corporel chez Maurice Merleau-Ponty, est-ce que quand Fanon vient parler du schéma corporel racisé, est-ce une avancée ou une rupture totale? Donc, ces deux formes d'historiographie sont en jeu et évidemment, pour moi, il n'y a pas de réponse simple ou déjà toute faite qu'on pourrait donner à ces genres de questions. C'est vraiment très, très intéressant tout ça. Euh, Tu mentionnes que différents facteurs identitaires façonnent la manière dont une personne peut être affectée par la honte corporelle. Et par rapport à ça, je me posais la question en fait, est-ce qu'une approche intersectionnelle qui est quand même très 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 populaire en ce moment, donc une approche qui prend en considération différents axes d'oppression qui ensemble euh, nous donne un portrait plus global de l'expérience d'une personne dans une société donnée. Donc, est-ce que cette approche intersectionnelle pourrait nous permettre d'avoir une meilleure vision en fait des enjeux auxquels on fait face lorsqu'on aborde la question de la honte corporelle? Ouais, moi j'y crois de manière assez fondamentale et j'ai l'impression que c'est justement la tâche de la philosophie de rester à jour sur ces questions-là parce que en quelque sorte, sinon la discipline philosophique reste dans une espèce de débat d'idées clos sur lui-même qui n'intègre pas ses critiques. Et selon moi, ça c'est la pire chose qu'il peut y avoir pour la pensée. Mais je serais curieux de savoir de ton côté par rapport à ça, comment, surtout sur le volet historiographique, parce que tu l'as très bien mentionné, comment toi tu vois les choses par rapport à cette espèce de vision de nous, étudiants de la philosophie, qui essayons de nous positionner par rapport à toute cette histoire. Est-ce qu'il y a rupture, filiation? Est-ce que on rajoute des couches ou bien non, on essaie de voir le monde autrement? Pour moi, c'est vraiment des questions larges, mais absolument essentielles dans la manière dont on aborde ces sujets. C'est vraiment une très bonne question. Honnêtement, je me retrouve pris un peu entre deux visions de la philosophie. D'un premier côté, je vois la philosophie comme étant un domaine extrêmement artistique et créatif. Un endroit où l'innovation philosophique est vraiment au centre de ce qu'on fait en tant que philosophe ou étudiant de la philosophie. Euh, donc, je crois que notre travail est en grande partie de mettre en relation différentes théories et de voir comment une théorie peut en illuminer une seconde et de voir comment, quand on agence ces différents morceaux de casse-tête de manière un peu différente que ce qui a été traditionnellement fait, comment est-ce qu'on peut arriver à un autre résultat. Donc, je crois qu'il y a une certaine continuité quand même. Je crois qu'on dit souvent que everything is a remix. Puis, je crois que la philosophie est un excellent exemple de cela. Euh, on peut arriver à quelque chose de nouveau juste euh, en emboîtant les morceaux qu'on a déjà d'une manière différente. Donc, d'un côté, je crois qu'il y a cette vision-là qui nous permet de, de comprendre comment est-ce que la philosophie fonctionne. Donc, un certain mouvement de changement, de relecture, de reformulation, de reconstruction de ce qui est déjà, de ce qu'on a déjà comme patrimoine philosophique. En même temps, la philosophie est porteuse d'énormément d'idées, de théories, il est vrai, mais certaines d'entre elles sont extrêmement problématiques. On le découvre à travers les années, à travers euh, certaines archives, mais aussi juste
à la lumière de la société actuelle dans laquelle on vit, on se rend compte que certaines des choses qui ont été écrites par le passé sont problématiques. Donc, est-ce qu'on peut tout réhabiliter? Je ne crois pas. Il y a certaines théories qui sont fondamentalement sexistes, racistes, capacitistes, et je crois que on peut pas en toute bonne conscience les garder, les utiliser et continuer de cette manière-là. Donc il y a certaines choses qu'il faudrait nécessairement, qu'il faudrait mettre de côté, absolument. Je crois qu'un bon exemple, c'est un bon exemple de cette tension, on pourrait dire, c'est le cas de Merleau-Ponty. On en a parlé un peu plus tôt, mais le débat sur les schémas corporels, la corporéité, etc., dans la définition du corps que Merleau-Ponty nous donne, c'est une définition remplie de privilèges. Il n'y a pas d'autre manière de le dire, vraiment. Donc, euh, c'est là où la critique de Fanon euh, vient un peu illustrer ou du moins mettre en lumière ce privilège. Et il parle de manière quand même assez intéressante, mais ce mouvement de critique qu'il a, ce mouvement de regarder la théorie de Merleau-Ponty, de dire, tu parles de général, c'est vraiment très intéressant, mais ton général est plutôt spécifique. Ton général manque de généralité. Donc, dans ce mouvement de critique, c'est vraiment fait dans un esprit d'améliorer la manière dont la théorie est faite. Puis je crois qu'à force d'ajouter ces critiques par rapport à l'expérience vécue, entre autres le standpoint theory, etc., ça va nous permettre d'arriver à une théorie qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus riche, beaucoup plus générale dans le sens général qu'on veut avoir en philosophie. Donc, en améliorant nos théories, en s'appuyant plus sur, comme j'ai dit un peu plus tôt, l'expérience vécue, le standpoint theory, qui permettent de remettre en question les théories et de réfléchir à différents enjeux, mais d'une manière différente de ce qui a été fait par le passé. En fait, l'introduction, on est quand même dans un podcast où on parle des marges en philosophie, mais justement le savoir marginal ou qui a été marginalisé par le passé, on devrait-on dire. Donc tout ce savoir-là qui maintenant est inclus un peu plus dans nos théories philosophiques permet d'avoir un œil beaucoup plus critique sur celles-ci et d'arriver à une théorie de meilleure qualité. Fait que ça, c'est peut-être l'aspect plus en continuité. Donc, je crois vraiment pas qu'il faut mettre toutes les théories aux poubelles, toutes les théories qui ont certaines problématiques ou certains enjeux qui ne sont pas couverts ou qui ne sont pas bien couverts. Je crois qu'il est faux, qu'il n'y a rien à garder, mais je crois qu'il y a un travail critique à faire pour discerner qu'est-ce qui est à garder, qu'est-ce qui est à laisser, qu'est-ce qui ne peut pas être réhabilité, ce sur quoi on devrait travailler pour que ce soit réhabilité, etc. Je crois que c'est un travail qui incombe entre autres à notre génération, qui va incomber à chaque génération de philosophes ou d'étudiants en philosophie qui va venir par la suite. Mais absolument, puis la question du remix, pour moi, ça revient souvent et je me dis, est-ce que, dans le fond, c'est un bon remix ou est-ce que c'est un mauvais remix, dans le fond, ce qu'on est en train de faire? Mais oui, bien évidemment, puis... mais des fois, pour moi, le danger, c'est aussi, t'as l'impression de jeter une théorie dans la poubelle, puis à juste titre, parce que, comme on l'a soulevé, il y a des espèces d'idées tellement néfastes qui sont inscrites dans ces théories mais finalement, tu les jettes et ça revient par la porte arrière. J'ai l'impression que il y a une espèce de trait intéressant aussi à juste essayer de comprendre pourquoi ces théories sont néfastes ou pourquoi quand on pose l'universalité de l'homme, quelles expériences singulières, puis j'ai essayé d'insister là-dessus parce que très souvent, quand on enseigne Fanon dans le milieu académique, ça devient l'espèce de porte-étendard de toutes les expériences racisées. Ce qui est absolument pas le cas, du moins pas le Fanon de Peau noire, masque blanc, qui revendique une expérience assez singulière, en l'occurrence celle de l'homme noir. Mais c'est ça, on arrive, puis on dirait qu'on est en train de refaire à Fanon la même chose qu'il essayait de critiquer, en faire une espèce
d'universel de la personne racisée, alors qu'on voulait évidemment éviter complètement ça. Puis c'est même inscrit dans le mouvement de ce que Fanon écrit, qu'il faut absolument éviter ces espèces de travers où on finit par généraliser tout de suite l'expérience et en tirer des conclusions qui s'appliquent à tout et chacun. Mais au final, c'est ça, ça reste un paradoxe parce que la philosophie se veut quand même une pratique conceptuelle et qui dit concept dit dans une certaine mesure un certain trait généralisable ou peu importe. Donc, il y a cette tension pour moi qui est tellement bénéfique et fructueuse qu'il faut absolument garder au sein de la pensée si on veut faire quelque chose de relativement nouveau ou d'intéressant, de se rappeler que cette tension, on la porte avec nous à chaque fois qu'on pratique la philosophie. Tout à fait. Et la critique que Fanon fait face à Merleau-Ponty, d'autres groupes l'ont par la suite fait à Fanon. Même dans ses écrits qui remettent en question justement ce qu'on a parlé un peu plus tôt, donc qui remettent en question ce que Merleau-Ponty a écrit par rapport à la corporéité, le schéma corporel, etc. Euh, dans ses écrits même, il crée d'autres problèmes qui ne prennent pas en considération les expériences vécues d'autres groupes, ou même qui généralisent certains points qui sont beaucoup plus spécifiques que Fanon l'aurait pensé de sa propre expérience. Euh, et dans ce désir d'améliorer la théorie, dans ce mouvement de critique, parfois il y a des écueils, ça peut arriver, mais si on continue justement ce mouvement, puis de voir que c'est quelque chose qui est en continuité, on peut faire ce travail de critique qui est très philosophique en soi. Et cette manière de voir les choses, de rester critique par rapport à la théorie, c'est ce que je considère comme étant une certaine responsabilité en tant que jeune philosophe, puisqu'on a vu euh, les erreurs des philosophes du passé et qu'en ce moment on a des espaces où on discute euh, de ces erreurs, de ces problèmes, de ces enjeux qui ne sont pas nécessairement adressés ou qui sont mal adressés. Euh, il faut, je crois que c'est notre responsabilité de faire attention par la suite, lorsque nous-mêmes on va pour théoriser, pour faire ce travail de remix, on peut le dire comme ça, il faut faire attention à ne pas reproduire les mêmes erreurs euh, qu'on a vues par le passé. Mais aussi, c'est important de voir est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce qu'on peut, sans le vouloir nécessairement, reproduire ces oppressions, ces problématiques-là, et essayer d'éviter justement euh, ces écueils, ces écarts. Un des avantages qu'on a, tout d'abord, c'est qu'on est beaucoup plus nombreux que, qu'à l'époque, on va dire, de Merleau-Ponty, de Sartre, ou encore si on remonte beaucoup plus loin à l'époque de Socrate. On est beaucoup plus nombreux et on est beaucoup plus diversifiés. Bon, on est bien d'accord que les départements de philosophie ne sont pas les endroits les plus diversifiés qui existent. Loin de là. Mais il y a quand même énormément de gens qui travaillent sur des questions qu'on pourrait dire qui par le passé ont été marginalisées et qui maintenant ont une place beaucoup plus grande dans les recherches philosophiques. On a des gens qui travaillent en neurodiversité, en théorie critique de la race, ontologie des identités trans. C'est vraiment juste par cette diversité-là, on peut arriver à des théories qui sont beaucoup plus robustes dans le temps. Parce que si on travaille ensemble, on peut éviter ces écueils et avoir des théories qui sont beaucoup plus inclusives et beaucoup plus exactes, juste parce qu'on prend en considération les apports théoriques, philosophiques, mais aussi euh, expérientiels de différentes personnes. Euh, et cet effort est une valeur ajoutée à n'importe quelle théorisation, en fait, qu'on ferait. Surtout lorsqu'on parle de sujets comme l'expérience vécue, si on manque 50% de la population, c'est vraiment pas une théorie universelle. Et ça, c'est un problème qu'on doit adresser puis auquel on doit être très sensible, je crois. Non, absolument. Puis ça s'inscrit même dans la manière dont ces cours-là sont enseignés. Par exemple, on peut bien s'imaginer un cours sur Sartre. On parle de la honte, on parle de cette structure universelle pendant 10 semaines, et puis à la 11e et la 12e semaine, on rajoute un petit regard critique. On dit, ah ben en fait,
Regardez Simone de Beauvoir, elle a parlé de l'expérience de la femme au sein de tout ça, ou comme tu as mentionné, Fanon par rapport à Merleau-Ponty. Donc, c'est aussi l'enjeu, selon moi, c'est où on place la critique au sein de la manière dont on apprend cette histoire de la philosophie. Est-ce que c'est presque l'annexe, le mot de la fin de l'histoire, de dire, ah ben, n'oubliez pas, il y a ce petit élément critique qui est important à retenir. C'est pas grave si vous vous présentez pas, on comprend que c'est la fin de session, c'est pas l'enjeu majeur du cours, mais regardez, il y a cette petite critique qui se place déjà là. Donc ça, pour moi, c'est aussi ça qui doit être repensé en quelque sorte dans nos approches de ces mouvements de critique et comment nous nous replaçons au sein de cette histoire-là de la philosophie. Oui, en effet, c'est c'est très classique de voir les textes fondateurs euh, qu'on appelle classiques pendant 13 séances de suite et ensuite, let's spice it up, on met 2 semaines de textes critiques. Et c'est tout le temps les mêmes textes. C'est genre le premier chapitre de l'orientalisme d'Edouard Saïd. Ou genre, ou le chapitre sur la violence des damnés de la terre de Frantz Fanon. Ah, tout est réglé, on a fait notre travail, puis, merci, bonsoir, plus besoin de critique. Oui, il y a des choses tellement intéressante lorsqu'on fait l'effort d'aller plus loin dans les textes qu'on appelle critiques, en guillemets. Et je crois que quand on parlait de ce qu'on garde et de ce qu'on rejette de la philosophie, c'est important de ne pas oublier que les mouvements philosophiques ou les différentes pensées, en fait, sont d'abord et avant tout euh, en marge. Beaucoup d'entre elles sont en marge d'abord et avant tout et sont inscrites dans les communautés elles-mêmes. Euh, dans ce qu'on appelle les struggles ou les combats, les luttes qui concernent d'abord et avant tout la communauté. Quand on parle, je crois qu'un des exemples que j'aime le plus par rapport à ça, c'est les Black Panthers aux États-Unis. Souvent, on en entend parler, mais on nous parle rarement euh, de la manière dont Fanon a directement inspiré la manière dont les Black Panthers ont bâti tout leur programme. Et, mais c'est extrêmement rare qu'on en entende parler, surtout dans le monde académique, alors que le lien entre la théorie et la pratique mérite d'être explicité. Euh, de voir comment la théorie s'applique dans la réalité de ceux qui sont premièrement concernés par celle-ci. Je crois que c'est un enrichissement à toute théorie qu'on pourrait, à tout enseignement de la théorie qu'on pourrait faire. Puis c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant de t'entendre parler de l'exemple du début, en fait. Comment l'identité de la personne affecte profondément comment elle expérimente la honte et comment les différents facteurs identitaires qui la définissent ou qu'est-ce qu'elle s'approprie ont un effet absolument direct sur son expérience en général, mais aussi son expérience de la honte. Euh, Son expérience sera particulière et c'est justement ce que l'approche intersectionnelle veut mettre en lumière en mettant de l'avant les différents axes d'expression qui ne sont pas seulement ah, cette personne est A, B, C, mais aussi que lorsqu'on met A, B et C l'un par-dessus l'autre, ça crée une identité D, E, F. Et c'est celle-là qui teinte euh, l'expérience vécue de cette personne. Et j'aimerais t'entendre parler un peu plus là-dessus, en fait. Ouais, 100%. Puis j'ai aussi l'impression que quand on parle, je travaillais du travail conceptuel de la philosophie qui est absolument crucial selon moi pour départager parmi ces tas d'émotions l'embarras, la honte, la culpabilité, etc., etc. Ça doit être au service d'un certain cadre pratique ou d'une application pratique, selon moi. Ou bien, en fait, c'est plutôt le cadre pratique qui devrait mener la discussion théorique et non l'inverse. C'est pas le cadre théorique qui devrait, de prime abord, dicter comment on aborde certaines situations. Et selon moi, ça rentre aussi dans le cadre historique. Donc, essayer de restituer ces pensées au sein de mouvements concrets, réels, c'est absolument important. Et
en lien avec la thématique de marge en philosophie, pour moi, ce travail sur la honte est en quelque sorte doublement en marge, parce que déjà de base, les émotions dans la philosophie, c'est absolument que très très récemment, on parle des 20, 30, peut-être 40 dernières années, où c'est vraiment devenu un enjeu sérieux au sein de la philosophie qui est toujours et avant tout le corps séparé de l'âme ou de l'esprit, cette espèce de raison dominante qui est en contrôle de ses émotions. Ben ça, c'est quelque chose qu'on essaie de remettre en question. Donc, déjà, ça, c'est une espèce de marginalité au sein de l'histoire de la philosophie. Et la double marginalité intervient au moment où, comme tu l'as mentionné, on intègre un cadre dit intersectionnel qui intègre ces espèces de facteurs qui sont souvent oubliés quand on parle de l'homme universel ou de l'être universel. Quand on parle de ces phénomènes-là dans un cadre philosophique. Je crois qu'une des choses qui attire beaucoup, beaucoup en phénoménologie, c'est justement cette emphase qu'il y a sur le corps. Tu sais, en philosophie plus traditionnelle ou classique, disons, disons-le comme ça, Ouais. euh, on voit surtout une rationalité un peu détachée, tu sais, de voir quasiment comme le cerveau dans une cuve et tout ça, là, mais de voir vraiment comme juste la réflexion rationnelle, hors de toute contrainte physique ou matérielle, et de seulement prendre en considération les enjeux, les concepts, d'être très loin en fait de la réalité physique, matérielle dans laquelle on vit. Et la phénoménologie euh, a cet Ouais. aspect où elle prend en considération le facteur identitaire. Donc, entre autres, le corps, ramener cette question de la corporité du corps qui est ancré dans l'esprit et l'esprit qui affecte le corps, etc. Et je crois que c'est une des choses qui est le plus intéressant au niveau philosophique, au niveau de la réflexion par rapport à la phénoménologie. Euh, une des choses qui m'a toujours marqué, c'est vraiment l'exemple que ça donne par rapport au regard, ou le sentiment de malaise qui vient de la personne. Il y a l'exemple classique qui donne dans L'être et le néant, où c'est quelqu'un qui regarde à travers le trou d'une serrure, puis qui est très, bon, Ouais. disons-le, à l'aise de regarder à travers le trou de la serrure, qui fait son activité habituelle de regarder à travers le trou de la serrure, et tout d'un coup, sans le regard d'une autre personne sur elle, se retourne puis se rend compte qu'elle est observée. Puis tout d'un coup, se rend compte de plein d'autres aspects, sa perception d'elle-même, mais de son environnement autour d'elle aussi, change complètement à cause du regard, parce qu'elle a été vue par une autre personne. Puis c'est un exemple quand même assez universel de sentir, quand on fait quelque chose qu'on n'est pas tout à fait censé faire ou qui peut être perçu comme étant pas très bien en société. Donc, le sentiment, oui, pendant qu'on fait l'action, on fait l'action, peu importe, mais lorsqu'on sent le regard de quelqu'un d'autre qui vient porter un jugement ou qui nous perçoit comme étant en train de faire cette activité-là, c'est vraiment une expérience qui est assez universelle. Euh, mais les critiques qu'on voit par rapport, qui viennent de plus en plus ces derniers temps, c'est que dans ce rapport d'être vu et de voir, c'est pas seulement le fait d'être vu, mais c'est par qui est-ce qu'on est vu et qui est-ce qu'on est en tant que personne qui est vue. Euh, puis c'est là où il y a d'autres enjeux qu'on doit prendre en considération dans cette question de l'expérience vécue. Euh, Parce que être vu par une personne qu'on considère comme étant notre égal, quelqu'un qu'on considère comme étant inférieur, quelqu'un qu'on considère comme étant supérieur à nous-mêmes, c'est trois expériences très différentes. Puis l'intersectionnalité, la question des actes d'oppression, tout ça nous permet d'avoir une vision un peu plus nuancée justement de cette question euh, du regard sur nous, de la honte qui vient avec ce regard. Donc j'aimerais t'entendre un peu plus sur cette question-là justement. Ouais, donc en fait, très souvent, quand je parle avec des amis qui sont pas nécessairement enclins à la philosophie, la phénoménologie, on dirait un grand mot très complexe, mais pour moi, de façon très simple,
très simplement de remettre le corps au centre même de ses réflexions euh, par rapport à notre rapport à autrui, à notre rapport au monde, à notre rapport à nous-mêmes au sein de ce monde. Donc, très simplement, c'est cette espèce quand Edmond Husserl, le père fondateur de la phénoménologie, parle d'un retour aux choses mêmes, ben, ce retour aux choses mêmes, c'est le corps incarné au sein d'un monde. Donc, c'est aussi simple que ça. Ouais. Puis je crois que c'est ce qui nous permet de maintenant euh, aborder des questions comme la honte corporelle. Tu sais, quand, si c'était pas de ce retour au corps, puis à prendre en considération tout simplement le corps dans notre théorisation philosophique, si ce n'était pas le cas, on ne pourrait pas avoir cette discussion. Alors que, alors qu'on en discute, je crois que c'est très clair pour tout le monde qui nous écoute, que c'est très important, puis qu'il y a des applications claires pour non seulement des applications philosophiques théoriques, mais aussi des applications pratiques. Puis je crois que c'est pour ça que je suis vraiment très content qu'on puisse discuter de la honte corporelle. Tu sais, c'est de voir que c'est pas seulement une honte désincarnée, mais c'est quelque chose qui se ressent aussi dans le corps. Je ne sais pas si tu pourrais nous parler un peu plus par rapport à justement tout ce ressenti. Dans le corps, tu sais, de placer la honte, pas juste comme quelque chose que quelqu'un expérimente dans sa tête, mais quelque chose que la personne vit réellement. Oui, donc oui, absolument. Pour ce qui est de la question du corps, pour moi, évidemment, il est important de rappeler que non plus l'aspect du corps n'est pas essentiel ou la seule manière d'aborder ces questions de la philosophie ou de la pensée des émotions. Je pense notamment au livre de 2004 de Martin Nussbaum, Hiding from Humanity, Discuss Shame and the Law, où en fait elle va aborder cette question-là tout simplement du point de vue de la personnalité juridique. Donc, et elle en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que elle part d'un espèce de point de vue cognitiviste, ce qui veut dire en gros, très simplement et à grands traits, à partir d'une vision qui explique les émotions dans un cadre discursif. Donc, par exemple, la peur s'explique en, en une très simple phrase en disant j'ai peur de tel objet ou peu importe. Donc, c'est pas tant, l'enjeu n'est pas tant l'aspect subjectif ou le ressenti de la honte ou du dégoût, mais donc pas l'effet que ça fait que d'avoir honte ou de sentir du dégoût, mais bien ce que ces émotions nous disent dans un cadre plus propositionnel ou cognitif. Donc, au contraire, l'approche dont nous deux, on a un peu parlé au cours de ce balado, l'approche qui serait plus enlignée vers un certain existentialisme ou une phénoménologie s'intéresse à cet effet justement au vécu de la honte et qui dit subjectivité ou le pan phénoménal de l'expérience dit nécessairement corporéité. Donc, tous ces enjeux de j'ai honte devant qui, quels sont mes propres paramètres identitaires qui font en sorte que j'ai plus de propension à avoir honte ou peu importe, ben, tout ça, c'est défini par ou contextualisé par cette question du corps, certainement. Ouais, merci beaucoup. Donc, notre podcast, comme tu le sais très bien, s'appelle En marge et on se demande pourquoi la question de la honte corporelle est toujours en marge et comment est-ce qu'on peut le rendre plus visible, non seulement dans les cercles philosophiques, mais aussi plus généralement dans notre société. Ouais, ben en fait, c'est aussi rattaché, parce que j'ai déjà parlé du fait qu'il y a une espèce de double marginalité qui est en jeu dans la manière dont j'ai abordé la honte. Donc vraiment, très Mhm. simplement, la philosophie des émotions est marginalisée au sein même de la philosophie et les expériences de personnes marginalisées au sein de ces études sont évidemment par définition marginalisées. Mais en fait, dans un second temps, il y a aussi
une autre raison qui serait en fait, pour une autre discussion, le pan moral de la honte, qui fait en sorte qu'on a souvent une espèce de d'impression assez négative de ce qu'est la honte et ce que la honte fait en nous, qui, à juste titre, dérange plus les personnes susceptibles, les personnes avec des troubles affectifs psychiques, les personnes racisées, etc. Mais en fait, il y a aussi un autre volet à la honte qui fait en sorte que qui pourrait être revalorisé, à savoir le potentiel moral bénéfique de la honte. Donc, je pense notamment à un ouvrage de plusieurs auteurs, dont Teroni et Rodigno, qui s'appelle In Defense of Shame, qui était quand même très intéressant pour moi parce que, justement, eux, leur point de vue, c'est le fait qu'une fois que je me suis rendu compte que mon estime de soi s'est rabaissée, une fois que je me suis senti avilé au sein d'un geste mauvais, par exemple, le fait de plagier au sein d'un examen, au moment d'un examen final, ou bien, je sais pas moi, par exemple, mentir à son ami. Ça, par exemple, on se fait surprendre au milieu du mensonge. On a honte d'avoir essayé de mentir. Et cette honte est évidemment un sentiment assez négatif. Mais dans un autre sens, ça devient aussi un lieu d'apprentissage. Donc, une fois que j'ai passé ce moment assez Mm. négatif et dévalorisant, ben, je me dis, ah ben, voici une occasion pour moi de devenir une meilleure personne. Donc, ça, en fait, c'est l'autre côté de ce discours-là par rapport à tous les aspects négatifs qu'on a mentionnés à juste titre par rapport à la honte et qui a honte devant qui. Donc, ces questions très, très importantes, on doit les mentionner et en parler tout en se rappelant que la honte n'est pas complètement négative, donc ne devrait pas non plus être complètement marginale. Tout à fait. Puis ce que tu disais me faisait tout de suite penser au film Inside Out avec les différentes émotions. Puis on voit comment, tu sais, la peur qu'on voit habituellement comme quelque chose de négatif, mais la peur nous protège de beaucoup de choses. Puis je crois qu'il y a un peu cette compréhension qu'on doit avoir un peu plus nuancée de la honte de la même manière. Ouais, certainement. Puis tu sais, encore pire parce que par rapport à la peur, on se dit, ah ben en fait, la peur est associée à un danger. Donc, ah oui, c'est très clair que la peur a sa place. Surtout, par exemple, c'est Martha Nussbaum qui en parle dans Mhm. son livre. Elle va dire, par exemple, aux petits-enfants, on apprend à avoir peur du parfait inconnu qui leur dit, ah ben, viens, monte dans l'auto. Puis, évidemment, à juste titre. La discussion devient évidemment plus difficile dans le cadre de la honte parce que c'est tellement imbriqué dans un phénomène de contrôle social, Mm. de ah, n'oublie pas ta place au sein de la société, qu'on croit que c'est absolument négatif. Mais évidemment, je crois il y a une espèce de potentiel réformateur qui doit être gardé au sein de ces discussions, mais ça devrait pas prendre le devant et dire en quelque sorte, ah ben, toute honte est bonne et tous les cas de honte se valent en quelque sorte. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Sefer, pour l'entretien stimulant et riche d'aujourd'hui. En terminant, nous aimerions remercier nos collaborateurs et collaboratrices, sans qui le projet ne pourrait pas être possible. Tout d'abord, notre partenariat avec le CRE, qui nous a aidés pour l'orchestration des enregistrements à Montréal. Ensuite, Gabriel Frenette, notre monteur audio. Emmanuel Boutin, notre BDiste. Et la Société philosophique du Québec pour leur confiance. Donc, encore une fois, merci à tous les auditeurs. J'espère que vous avez apprécié la discussion et merci beaucoup de nous écouter. Et puis, il y aura un prochain épisode, donc soyez des nôtres dans les prochaines semaines. Merci beaucoup.